Bonjour les parents voyageurs. Depuis juillet 2024, nous vivons à l'île Maurice. Dans ces capsules audio, je vous partage tous les mois les coulisses de notre expatriation. Un petit format qui me permet de chroniquer notre préparation, nos choix, nos réussites et évidemment nos galères. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour cette 5e capsule que j'ai décidé de nommer Derrière la carte postale. En fait, dans cette capsule, je souhaitais partager un petit peu notre ressenti après 6 mois d'installation ici. Alors l'idée est de bien évidemment pas du tout cracher sur l'île Maurice et de la dénigrer. C'est pas ça du tout. En fait, ce que je veux mettre en avant, c'est un petit peu ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on on ne parle pas sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, on va surtout mettre en avant les magnifiques plages et paysages. Sauf qu'en fait, quand on décide de venir s'installer à l'île Maurice, il y a d'autres sujets à prendre en compte et qu'on découvre un petit peu au fur et à mesure. Et moi, j'aurais bien aimé peut-être voir ces sujets à un moment donné passer dans les vidéos que j'ai pu regarder. Alors, ça fait 6 mois qu'on est là, déjà la moitié d'une année, la moitié de notre année, parce que nous avons décidé de venir ici déjà dans un premier temps pour 1 an, donc nous sommes aujourd'hui à la moitié. Hem, pour faire le point, après une période d'adaptation qui était quand même finalement assez, compliquée, voilà, c'est place maintenant à la réflexion et c'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir cette capsule parce que je pense qu'il faut vraiment un certain temps et un certain recul pour pouvoir, avoir ces réflexions et pouvoir observer aussi tout ce qu'on a pu observer jusque-là. Alors vous allez me dire, mais dans ta précédente capsule, tu n'as pas tellement parlé de cette adaptation, compliquée. C'est vrai, il s'est passé pas mal de choses et les premières semaines, les premiers mois où nous sommes arrivés à l'île Maurice, c'est vrai qu'on était dans un état un peu de vacances, de déconnexion, de slow life, on a vraiment lâché prise sur plein, plein de sujets, et ça nous a fait énormément de bien parce que ça fait quand même plus de 2 ans et demi qu'on prépare ce projet et en fait, on a vraiment eu, ce moment de décompression quand on est arrivé ici. Sauf qu'en fait, il y a eu aussi cette phase, d'adaptation qui a été un petit peu compliquée et donc du coup, je vais vous parler il y a certains points justement dans lequel que je vais aborder, qui n'ont pas aidé justement à, en tout cas à moi, m'aider, dans cette phase d'adaptation. Alors évidemment, ce que je vais partager ici dans cette capsule est très personnel. Ce n'est que mon avis, il n'engage que moi et mon expérience. Je ne parle pas du tout au nom des autres expatriés ici, des autres étrangers qui vivent à Maurice. Et d'ailleurs, je vois même entre Denis et moi, on n'a pas non plus le même ressenti. Donc voilà, je mets vraiment ça dans des gros guillemets et c'est vraiment ma vision des choses. Et si vous prévoyez de vous installer à l'île Maurice, Hem, prenez ce qu'il y a à prendre, mais ne vous focalisez pas non plus sur ça parce que, bah, ce n'est pas non plus la généralité. Donc voilà, je compte sur vous pour prendre, du recul par rapport à mes propos et de vous faire par la suite votre propre, point de vue sur les sujets que je vais aborder. Allez, c'est parti, on va commencer avec le premier point, c'est la non-gestion des déchets. Alors je commence par ce point parce que en fait, il n'y a pas un jour où je ne le dis pas. Ici, il y a peu de tri, seulement les bouteilles en plastique et un système de consigne pour le verre. Il faut aussi vouloir aller déposer ces bouteilles parce qu'il faut, prendre sa voiture, les mettre de côté, aller dans des casiers, qui sont pas forcément à côté de chez soi. Donc ça n'aide pas, justement, enfin c'est voilà, c'est ça peut pas forcément être systématique. Voilà, les poubelles passent dans la rue mais ne prennent pas le tri. C'est vraiment, quelque chose qui est à part. Au-delà du tri, qui est sommaire, c'est que les déchets sont partout et je dirais globalement que l'île Maurice est sale. Alors, peut-être que certains vont dire: «Ah!», ils vont être choqués, oui, moi je trouve que globalement, il y a énormément de déchets partout en nature, le long des routes. Je vois même dans notre quartier, les poubelles, elles sont pas fermées étant donné qu'il y a beaucoup de chiens errants. Toutes les nuits, les poubelles sont déchiquetées, il y a des plastiques partout,
Voilà, mettre une poubelle qui ferme ou les mettre en hauteur, c'est un petit geste qui permet, d'améliorer la qualité de vie au quotidien dans un quartier. Il n'y a pas tellement, en fait, je trouve, d'éducation, autour de l'environnement et voilà, certaines personnes font attention, d'autres pas du tout et en fait, ça donne quand même de manière générale un problème, enfin les déchets deviennent pour moi un vrai problème sur l'île. Alors vous allez me dire: «Oui, mais moi quand je suis revenue en vacances, j'ai trouvé que c'était propre, les plages publiques étaient propres et cetera». Alors il faut savoir que les plages publiques et les plages des hôtels sont nettoyées tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Il y a des gens qui sont tous les jours là pour ramasser les déchets. Nous, on a une plage en face de chez nous qui n'est pas, publique, mais voilà, ce n'est pas un lagon. C'est là où il y a les départs des catamarans. Cette plage est ouverte à tout le monde, il y a des résidents et cetera. Cette plage est sale. Tous les jours, il y a des bouteilles, des couches, des boîtes de mine-free. Il n'y avait pas une semaine où, on l'a nettoyée, nous, moi, les enfants. Après, j'ai su par la suite que nos voisins aussi, parfois prenaient un sac poubelle et venaient nettoyer. La plage est sale parce qu'ils n'ont pas un automatisme de ramasser leurs déchets. Parce que je pense que culturellement aussi, il y a toujours des gens qui font pour eux et qui nettoient pour eux. Ça, c'est culturel et en fait, ils pensent peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir nettoyer ici, sauf que ce n'est pas une plage publique, donc il y a pas de personnel qui nettoie, c'est simplement les gens qui vivent ici, qui nettoient la plage. Donc voilà, ça c'est un sujet que l'on voit tous les jours et moi qui m'attriste profondément, et qui, voilà, je me dis que, ben, dans quelques années, l'île, s'il continue comme ça, que le gouvernement ne prend pas les moyens, les mesures pour mettre en place un tri qui soit efficace ou une gestion des déchets qui soit plus efficace, l'île dans quelques années, ce sera mais vraiment une poubelle, puissance 1000 en fait. Parce que là, on le voit déjà, dans les forêts, dans la nature, on trouve des canettes, des bouteilles partout et c'est fou, malgré les associations qui font des journées de nettoyage, c'est clairement pas suffisant. Donc là, il y a un vrai sujet et un vrai, souci pour moi à ce niveau-là. Alors le deuxième point que je voulais aborder dans cette capsule, c'est l'intégration auprès des locaux qui est pour moi complexe. Alors, ce qui nous a plu sur le papier avant de venir à Maurice, c'est évidemment toutes les communautés qu'on retrouve ici et qui vivent ensemble. Alors c'est vrai, il n'y a pas de problème ici à avoir un temple, hindou, une église et une mosquée dans la même rue. En fait, toutes les communautés vivent ensemble mais attention, il faut savoir aussi qu'elles ne se mélangent pas. Alors, c'est pas un problème, je veux dire, en Europe aussi, les communautés ne se mélangent pas forcément, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en tant qu'étranger, expatrié, c'est pas si simple de pouvoir entrer en contact avec ces communautés parce que finalement, elles sont très fermées et nous, quand on s'expatrie dans un pays, c'est pas seulement pour la carte postale, c'est aussi pour pouvoir échanger avec les locaux, pour apprendre, sur leur culture, apprendre une nouvelle culture, comprendre la richesse de leur pays et franchement, c'est pas simple du tout. Alors nous, on y arrive parce que, bah, nous sommes en famille et que l'école est un véritable vecteur, de rencontres et d'opportunités. L'école des enfants, c'est une, on va dire privée mauricienne, qui en tout cas qui n'est c'est une école française, mais qui n'est pas affiliée au système, français. Elle n'est pas agréée, AEFE. Donc en fait, elle est considérée comme privée mauricienne et il y a du coup une belle mixité de cultures et ça, c'est hyper intéressant. Donc on a pu rencontrer des Mauriciens à travers, en fait, les enfants et les parents des copains et du coup, ça nous fait une première approche, vraiment très sympa et agréable. Ça permet vraiment d'échanger et de comprendre un petit peu, comment ils fonctionnent, leur manière de penser, quel travail ils font, comment ils vivent au quotidien. Enfin voilà, on a déjà un premier aperçu avec, voilà, les parents avec qui on a sympathisé. Aussi, je vous avais parlé dans un précédent épisode que je faisais du bénévolat pour une association, dans ma ville, le Charity Center. Donc c'est une boutique en fait qui revend de la seconde main suite au en fait, elle revend en fait les dons qu'elle reçoit, et donc je fais du bénévolat là-bas dans la boutique. Donc ça me permet également de rencontrer des locaux qui sont, bénévoles, mais aussi des locaux qui sont clients puisqu'en fait, comme je suis dans la boutique, en fait, ce sont des locaux qui sont plutôt défavorisés, qui viennent ici acheter, des fringues pour, 3 francs 6 sous
Et en fait, du coup, j'ai aussi un peu ce côté où, je vois vraiment les locaux qui sont vraiment dans le besoin et voilà, c'est une autre facette et c'est encore d'autres personnalités que je rencontre par rapport aux parents de l'école, par exemple. Mais sans l'école et sans le charity center, en fait, on connaîtrait aucun Mauricien. C'est assez compliqué dans la rue, dans les bars, dans les petits cabanons où on mange de voilà, de sympathiser avec quelqu'un dans une file d'attente, au bar, au resto, enfin, je trouve que c'est pas hyper simple et voilà et comme dans tout pays, en fait, ben, comme dans toute expatriation d'ailleurs, il faut se donner du temps, il faut aussi être ouvert, il faut créer la rencontre, mais je trouve qu'ici, bah, c'est plus difficile et comme ça parle français, on a l'impression que finalement ça va pas être difficile parce que la barrière de la langue est déjà un sujet. Là, comme il y a pas la barrière de la langue, on se dit que, ben, ça va être, facile en fait de pouvoir échanger avec eux. Bah, en fait, finalement, moi je trouve que pas tellement. J'ai trouvé qu'en Espagne, par exemple, beh, finalement, c'était plus facile de faire ses premiers contacts espagnols, malgré la barrière de la langue, parce que je les ai trouvés plus ouverts, plus avenants, un petit peu plus curieux, de savoir, bah, qu'est-ce qu'on fait là et cetera. Alors attention, quand je dis intégration, par exemple, les Espagnols sont très ouverts d'un premier abord, mais par contre, pour faire une vraie relation amicale, une vraie relation de confiance, ça prend énormément de temps. Mais de prime abord, en fait, l'échange va être beaucoup plus facile dans une file d'attente, au parc, dans un espace où on attend pour les enfants, voilà, on a échangé avec beaucoup de gens, même dans les bars et cetera et on a échangé avec beaucoup de gens comme ça, assez facilement, alors qu'à Maurice, finalement, très, très peu et on voit vraiment, la différence à ce niveau-là. Ensuite, le troisième sujet que je voulais aborder dans cette capsule, alors c'est un sujet qu'il faut prendre avec des pincettes, je vais peser mes mots et je voudrais pas du tout que ça soit mal interprété. Mais voilà, il y a aussi une réalité par rapport à ça, c'est les riches d'un côté, les pauvres de l'autre et ce clivage et cette inégalité sociale, elle est flagrante et moi, elle me choque quotidiennement. Alors, je pense que j'ai pas été assez confrontée peut-être à la misère, au clivage social, peut-être que je suis pas assez forte par rapport à ça, mais je trouve que, les niveaux sociaux ici sont très forts, entre Mauriciens évidemment, mais aussi du coup étrangers et Mauriciens, je trouve que tout est exacerbé ici. Les riches sont très, très riches, les pauvres sont très, très pauvres. Nous, on habite dans une résidence, par exemple, où c'est 80 de Mauriciens et on va dire 20 d'étrangers, mais il y a quelques Airbnb, donc en fait, qui appartiennent à des Mauriciens. Donc voilà, ce sont des Mauriciens qui sont extrêmement riches et qui ont des appartements ici en résidence secondaire euh, ou qui font un investissement locatif, comme notre propriétaire, par exemple, pour louer aux étrangers. Alors vous allez me dire qu'aussi en Europe, on a aussi énormément d'inégalités sociales et cetera. C'est vrai, mais les différences visuelles, en tout cas, enfin moi dans mon quartier, juste derrière la rue, derrière chez moi, il y a des gens qui vivent dans des maisons en tôle et ce sont des bidonvilles où les gamins, ils sont pieds nus et je sais même pas comment ils font pour vivre décemment dans ce contexte. C'est beaucoup moins frappant en Europe. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des extrêmement riches, des extrêmement pauvres. Et en fait, si vous avez déjà eu l'occasion de voyager à Maurice, vous savez qu'il y a une double économie avec la préférence nationaliste. Évidemment, les gens qui gagnent un SMIC ici gagnent à peu près 800 euros par mois pour les mieux payés. Donc, vous pouvez comprendre qu'ils payent moins cher les entrées dans les musées, dans les parcs, etc. Donc, quand vous allez visiter un endroit, vous aurez toujours un tarif résident et un tarif touriste parce que évidemment les résidents ont aussi droit à avoir un accès au parc et au musée, selon, leurs moyens. Alors du coup, je trouve que cette inégalité, de richesse, elle se voit aussi un petit peu, au quotidien dans le lifestyle des gens et de la consommation. En fait, ici, on trouve tout et son contraire en termes de prix. Vous pouvez manger dans des cabanons, pour 150 roupies et aller au resto manger ce même plat de mille frites, 4 fois plus cher. Il y a des endroits aussi sur l'île où c'est plus ou moins cher. Si vous habitez dans le centre ou dans l'est de l'île, ce sera moins cher que, dans l'ouest ou dans le nord, par exemple. Donc il y a cette fluctuation de prix, selon, là où il y a plus d'étrangers et cetera.
Donc je dirais qu'à Maurice, avec un petit budget, ça se fait largement si vous êtes en mode, mauricienne, vous allez manger dans les cabanons et cetera. Mais aussi vous pouvez avoir la grande life, en mangeant dans des super restos, en allant faire des balades en catamaran le week-end, et faire des trucs de ouf, enfin aller dans des hôtels, resorts 5 étoiles, voilà. Tu as vraiment la possibilité de faire, 2 types de vacances complètement, différentes et même nous, au quotidien, on fait très attention dans les voilà, quand on va au restaurant, on fait très attention à là où on va parce que, bah, on peut vite aussi, exploser, le budget. Et nous aussi, j'en avais parlé dans un post Instagram, c'est assez difficile pour nous de nous situer par rapport à ça parce qu'on n'est ni très pauvre ni très riche. On est au milieu, et comme on est, blanc européen, pour les autres, on fait partie des riches et ça, c'est assez complexe à gérer parce que, bah, voilà, nous, c'est un projet de vie. On a mis 2 ans et demi pour économiser à la sueur de notre front, euro par euro, voilà, de quoi se payer un an ici. On ne fait pas de choses, incroyables. On a un budget qui est très serré. Si on veut rester, toute l'année, on se doit de respecter notre budget et donc voilà, on n'est pas dans les riches, on n'est pas dans les pauvres, mais le fait qu'on soit, on va dire classifié comme étranger, on est classifié parmi les riches et du coup, ça, c'est un petit peu bizarre et parallèlement à ça aussi, ce qui est un peu compliqué ici, je trouve, c'est d'avoir un peu toujours cette étiquette, touriste, en permanence sur le front. Ce qui implique en fait au quotidien, d'avoir toujours des gens qui veulent nous vendre des tours, des excursions, nous emmener dans tel restaurant, et puis forcément de payer 4 fois le prix et forcément, ça je trouve que c'est quand même assez usant. Alors j'ai l'impression que c'est quand même plus par période et selon les endroits. Au quotidien, dans notre quartier, évidemment non parce que, bah, voilà, on connaît les commerçants et cetera, mais quand on sort un petit peu dans des villes qu'on connaît pas ou voilà, quand on va dans le centre, sur d'autres plages publiques, bah, voilà, tout de suite, on a cette étiquette de touriste sur le front et des fois, c'est un peu chiant, en fait. Enfin, pour clôturer ce sujet des riches et des pauvres, il y a aussi un sujet ici, je trouve qu'on n'en parle pas tellement, mais voilà, je trouve que les personnes aisées, donc ça peut être des locaux ou des étrangers, je trouve qu'ils ont assez peu de considération pour leur petit personnel, je mets ça entre guillemets. En fait, à Maurice, le service coûte peu cher, avoir une femme de ménage, avoir un jardinier, avoir une cuisinière, avoir une nounou pour les enfants, ça coûte rien, hein, parce que, bah, les gens ici, on les paye, 250 roupies de l'heure, ça fait, 4 balles quoi, 3 balles. C'est rien. Donc les gens qui ont de l'argent, ils ont du petit personnel, pour eux au quotidien, pour les assister et en fait, je trouve que globalement, d'après ce que j'ai pu voir et ce que j'ai entendu, je trouve qu'il y a vraiment pas de considération pour cette classe populaire parce qu'il faut aussi, le dire, c'est que ces gens qui font ces métiers, ce sont des gens de la classe populaire qui sont au service des gens plus aisés et voilà, je trouve que c'est un peu un esclavagisme des temps modernes. Oui, je le dis et je l'assume parce que effectivement les gens, bah, ouais, ils ont pas de considération, ils ont voilà, c'est comme c'est normal en fait, bah, voilà, ils sont là, ils travaillent pour eux et c'est comme ça et j'ai jamais entendu, les gens avoir vraiment faire preuve d'empathie ou de dire quelque chose de sympa et de reconnaissant vis-à-vis des gens qui travaillent pour eux. Et franchement, quand je vois, nous, on a une maman de l'école, par exemple, qui a 2 nounous. Donc une fois, on est allé la récupérer un soir après l'école, un peu en c'était la sortie improvisée et nous avons récupéré Suzanne chez elle. Elle sortait de la plage, donc Suzanne voulait se changer avant de repartir, redonner le maillot de bain et la serviette à sa copine. La nounou l'accompagne dans la maison, donc nous, on attendait dehors et quand Suzanne elle est sortie, je lui ai bien dit: «Tu as étendu le maillot de bain pour qu'il sèche, tu as rangé la serviette et cetera». Et j'ai demandé à la nounou si, elle avait fait le nécessaire, si elle s'était bien comportée. La nounou, elle m'a regardée avec des yeux genre: «Mais pourquoi elle me pose cette question-là, quoi?» Elle était hyper surprise que je lui pose la question si elle avait bien rangé, si, elle avait été sage et cetera. Enfin, on voyait vraiment la surprise dans ses yeux, quoi. Donc voilà, en fait, des exemples, j'en ai plusieurs, hein, des anecdotes, des choses que j'ai entendues, des choses improbables entre, des histoires entre jardiniers et piscinistes où l'un sabote le travail de l'autre, mais tout le monde s'en fout, c'est pas grave, on s'en moque du travail, il recommencera.
et moi ça me choque profondément. Donc ça je trouve que ça n'aide pas vraiment de ce type de comportement. Je trouve que ça ne fera pas évoluer vraiment la société et ça ne fera pas vraiment, évoluer les mentalités et l'intégration vraiment de la classe, plus populaire et d'avoir vraiment plus de considération pour ces gens. Un autre sujet que je voulais aborder rapidement, c'est le visa premium. Alors le visa premium, c'est un visa qui nous permet de vivre sur le territoire mauricien pendant 1 an, tout en gardant soit notre job en Europe ou soit en ayant toujours notre entreprise en Europe. Donc c'est un visa longue durée qui est reconductible tous les ans si on fournit des preuves de source de revenus. Donc on gagne, en gros, on gagne de l'argent en Europe, on le dépense à Maurice. Ce visa est gratuit et pour l'obtenir, il faut quand même présenter un dossier complet, donc avoir une assurance maladie privée, une assurance rapatriement, avoir des conditions de ressources et un billet retour. Sauf que le gouvernement, avant notre arrivée, a récemment changé les conditions de ce visa en mettant un peu des restrictions sur certaines choses et notamment, les forfaits internet et mobile. Alors il faut savoir que ce visa, il a été créé un peu pour répondre à la demande des digital nomades qui viennent ici pour 1 an et qui partent, donc ils viennent travailler, visiter, découvrir l'île et puis après, voyager. Ces personnes-là, donc ce visa a été créé pour ces personnes-là, sauf qu'en fait, quand tu arrives avec ce visa-là, bah, il t'est impossible de prendre une ligne internet à ton nom. La ligne internet doit être au nom d'un résident mauricien. Donc la première fois, on est allé dans une boutique de télécom pour prendre nos forfaits, nos abonnements forfaits téléphone et internet. Le mec, il nous dit qu'avec nos visas premium, on n'était pas résident et qu'on ne pouvait pas souscrire à une ligne avec abonnement, qu'il fallait que ça passe par un Mauricien. On s'est dit: «Non mais, il est con ou quoi lui? C'est trop bizarre quoi». Donc on a fait une autre boutique et là, on est tombé sur quelqu'un de beaucoup plus diplomate et beaucoup plus sympa avec nous qui nous a expliqué effectivement les derniers changements et pourquoi ils l'ont fait et de ce fait, on a pu trouver une solution. Donc en gros, avec le visa premium, on n'est pas toujours considéré comme résident alors qu'on a un contrat de location, nos enfants sont scolarisés à l'école, enfin il y a on a une voiture ici, enfin je veux dire on a notre vie ici quoi. Donc je trouvais que c'était quand même, super frustrant qu'on nous file une pauvre carte SIM de touriste, bon qui en soi l'abonnement est beaucoup plus intéressant qu'un forfait, ça on l'a su après, mais voilà, on a trouvé qu'il y avait quand même assez peu de considération pour les gens qui viennent ici, avec ce visa en fait. Donc moi ça m'a profondément choquée. En plus, on n'a pas eu de chance parce qu'on a fait quelques visites juste après ça où en fait on nous avait refusé le visa premium pour le tarif, résident et là, je me suis tombée des nues. Franchement, ça m'a mis une claque et je me suis dit: «Mais comment ils veulent qu'on s'intègre dans un pays où ils veulent pas qu'on s'intègre, en fait, où on nous considère pas comme résidents?» Et j'avoue que, moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire à ça. Ça a été une vraie, réalité et c'est pour ça que je dis que c'est très personnel parce que du coup Denis lui, il s'en fout carrément. En fait, il dit: «Toi ton visa te définit pas, on est résident ici pour 1 an, c'est pas ce fichu papier qui dit que tu es résident ou pas». Mais en fait, moi je l'ai quand même pris assez personnellement parce que voilà, moi je suis ici, je veux vivre comme une locale, je veux voilà, je suis pas juste une touriste, là, je suis pas là pour 10 jours, faire le tour des îles et puis me barrer en fait. Je veux aller plus loin, ma démarche elle est plus profonde et donc le fait de ne pas me considérer comme une résidente alors que j'ai tout fait et rempli toutes les conditions pour pouvoir l'être, j'ai trouvé que c'était quand même assez, dur et ça m'a mis, un coup au moral et en fait, je pense notamment que c'est aussi à cause de ça que j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à trouver ma place ici et à vraiment me sentir, chez moi. Et enfin, je vais vous parler du dernier point, c'est le côté nature et rando, de l'île Maurice. En fait, l'île Maurice, c'est vraiment, une carte postale, à part entière, tous les coins de l'île sont vraiment juste magnifiques. Quand on pense à Maurice, on pense aux plages, mais il faut savoir aussi qu'il y a une vraie richesse culturelle à découvrir et aussi, énormément de nature à découvrir et en fait, nous, quand on est arrivés, on avait vraiment, nous, on est des grands fans de rando depuis toujours et en fait, on s'est vraiment dit: «Mais on va se régaler à Maurice, ça va être excellent de pouvoir faire des randos dans la jungle et cetera» et en fait, la vérité est quand même tout autre, parce que la rando, c'est quand même quelque chose qui est assez récent sur l'île et finalement, il y a assez peu d'infrastructures, des sentiers balisés, qui sont, disponibles et accessibles.
Donc forcément, les touristes iront, faire la rando du Morne, ils iront faire la rando des 7 cascades et cetera. Mais nous, on aime bien faire des randos tous les dimanches et en fait, on se rend compte que, ben, les randos, soit elles sont difficiles d'accès, où vraiment il faut un niveau technique assez important parce que en fait, elles sont difficiles, elles sont pas balisées donc des fois ils nous disent qu'il faut, avoir un guide ou aller avec un local qui connaît bien la région parce qu'en fait tu peux te perdre, et puis, je trouve que, même dans les sentiers qui sont balisés, je trouve que le niveau de difficulté reflète pas tout à fait la réalité et notamment dans le parc des Gorges de la Rivière Noire qui est juste à côté de chez nous. On a fait les randos, dites bleues, faciles quand même, bon, ben, moi je trouve que pour aller avec des jeunes enfants, c'est un petit peu limite. Alors que pour moi, une rando facile, c'est, voilà, tu marches sur un petit chemin, c'est tranquille, ça monte pas trop, il y a pas tellement de difficultés. Là, on s'est retrouvés quand même à essayer d'escalader, à bord de lianes pour essayer de suivre le chemin, traverser des rivières sur les pierres et cetera. Bon, quand tu es avec un jeune enfant, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je trouve que les randos, on a un peu cette frustration. C'est que, voilà, on a du mal à trouver les points de départ, à trouver, des guides qui peuvent nous accompagner, donc on a sympathisé avec une maman de l'école, qui habite dans le centre et du coup, on a prévu de faire quelques randos avec elle, des endroits qu'elle a déjà testés, qui sont accessibles aux enfants et voilà, ça c'est cool. Mais voilà, si tu connais pas quelqu'un sur place, c'est pas si facile. Alors on a acheté des guides, et on a notre application AllTrail qu'on utilise tout le temps. Mais en fait, c'est vrai que, des fois, on a un petit peu peur, du coup, d'y aller avec les enfants pour voir si c'est, accessible ou pas, s'il va y avoir de l'escalade ou pas. C'est vraiment, pas facile et puis en plus, il faut savoir qu'ici, il y a vraiment des microclimats sur l'île et en fait, il y a certaines randos qu'il faut absolument pas faire quand il a plu et en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il a plu. C'est-à-dire que moi, je parle de l'ouest de Tamarin, quand je vais dans le centre de l'île, je ne sais pas quel temps il fait là-bas parce que déjà dans le centre de l'île, c'est beaucoup plus humide. Il pleut beaucoup plus et donc bah, on ne sait pas. Le matin, comme j'ai 1 heure de route pour rejoindre le centre, ben, je ne sais pas s'il a plu le matin, donc je ne sais pas si ma rando, elle va être praticable. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet, un peu une petite, frustration de dire que, ben, c'est pas si accessible comme on peut avoir dans certains pays où, tout est très bien balisé, les infrastructures sont OK. Ici, la rando, c'est quand même quelque chose de très nouveau et tout jeune, donc je pense que ça va mettre du temps, ça va se mettre en place petit à petit. Mais voilà, c'est pas encore, le top du top, par rapport à ça. Voilà, je clôture cette nouvelle capsule. Alors j'espère qu'elle ne vous a pas paru trop négative, c'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu les sujets dont on ne parle pas. Bien évidemment, Maurice a énormément de qualités et on adore être là. La vie ici est absolument fabuleuse et on savoure vraiment chaque instant, d'être ici. Tout est très beau, quelle que soit, la météo, quel que soit le paysage. On s'émerveille tous les jours et on a beaucoup de gratitude sur le fait d'être ici et de profiter de cette année extraordinaire. Donc en tout cas, futur expat, j'espère que ces petites infos vous aideront, mais ne vous focalisez pas dessus. Et puis évidemment, je reste à votre disposition pour en discuter sur Instagram si vous avez des questions. En attendant, moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à mercredi dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bye bye.